Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous voir ici. En venant ici, j'étais en train de lire un livre sur comment garder son calme. Un excellent livre parce qu'on me disait qu'il fallait passer plus de temps avec les gens qui vous fournissent une énergie positive. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai passé une journée pour venir ici pour être avec des personnes qui me donnent énormément d'énergie positive, surtout Gilles et ses collègues. Ce sont donc des professionnels, des collègues qui font partie de Société internationale de pédiatrie sociale, et je vous remercie, Gilles, de votre invitation à ce forum. Je vais donc parler des différents cas que nous avons et comment nous allons développer des programmes basés sur ces cas et comment nous allons les mettre en œuvre. Donc, plusieurs thèmes dont vous avez déjà entendu parler ce matin. Mais je vais commencer avec une citation que vous avez peut-être déjà vue, et ça pourrait être dans le journal hier. Et ça vient de Socrate. Nos jeunes aiment le luxe, ils ont des mauvaises manières, ils n'ont aucun respect pour l'autorité ou pour l'âge. Les enfants aujourd'hui sont des tyrans, ils ne se lèvent pas quand une personne plus âgée rentre dans la salle, et ils répondent mal à leurs parents. Ce sont vraiment des mauvais enfants. Ce n'est pas un nouveau problème dans ce monde. Et la dernière fois que j'étais à Nottingham, ça fait déjà 20 ans, et je suis professeur de pédiatrie à Imperial College depuis plus de 20 ans. Mais quand j'étais à Nottingham, j'ai passé 8 ans dans cette école qui s'appelle Westbury School. Et on nous a toujours décrits comme étant des personnes mauvais, un peu fous et tristes. Donc, ce sont des enfants qui sont mauvais, dingues et tristes, et ce sont des enfants très vulnérables qui sont exclus de l'école très souvent à cause de leurs difficultés. Je voulais tout simplement parler donc d'un cas en particulier. Jacques, donc un enfant typique, 9-10 ans à peu près dans cette école, avec nombre de problèmes que vous connaissez sûrement, des problèmes différents avec l'asthme, l'énurésie, l'agressivité, des problèmes de distraction, il distrait. Je suis sûre que vous connaissez ça. Il a été placé donc dans plusieurs familles d'accueil, etc. Eh bien, Jacques est tout à fait typique des enfants qu'on appelle des enfants désobéissants et qui ont très peu d'estime de soi, qui ont énormément de colère, qui sont exclus au niveau social de leur père. Il y a beaucoup d'absentéisme au niveau de l'école, et parce que vous n'allez pas à l'école, vous avez un échec académique et vous rentrez à ce moment-là dans des crimes et de petites délinquances, très peu d'opportunités de travail, des relations donc instables qui mènent à des compétences parentales inadéquates, et le cycle nous revient. Et là, ce serait tout à fait un scénario typique. Mais il y a eu une exception dans cette école, finalement, et ça, ce serait évidemment un sujet pour un autre discours, pour la résilience qu'ont démontré plusieurs enfants, et ils ont donc ont pu réussir. Mais typiquement, ce n'est pas le cas. Un de mes bons collègues, qui s'appelait Hami Hoisler et qui travaille en Australie, a ceci en détail. Ce sont des statistiques qui nous intéressaient et on voulait voir ce qui se passait avec ces enfants dans la jeunesse et dans leur enfance précoce. Et cela fait déjà 25 ans, bien avant qu'on ait les centres de développement de l'enfance où nous avons étudié les expériences négatives vécues par les enfants. Vous avez ici donc un nombre de enjeux que nous avons relevés dans les statistiques. Vous voyez que ce sont des personnes très mobiles.
et il y a très peu de continuité dans le soin qu'ils reçoivent, beaucoup de problèmes sensoriels et ils ont un manque lorsqu'il s'agit d'être présents à leur rendez-vous professionnel. Ils changent énormément d'adresses, d'écoles, et ce ne serait donc tout à fait typique finalement. Et 2 tiers donc ont démontré une pauvre croissance dans les premiers 12 mois. Leur famille n'était pas intacte, il y avait beaucoup de violence conjugale. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu d'ailleurs des morts, des décès soudains, un enfant sur 10, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Et on pense même qu'ils ont peut-être été tués. Ce sont des enfants donc extrêmement intéressants et on sait qu'ils ont aussi, dans la moitié des cas, eu des problèmes avec la police. Donc, c'est ce genre de problème qu'on voit. Je suis sûre que c'est ça aussi que Jerry a comme problème à tous les jours. Et si nous examinons maintenant, et je pensais que Mélanie allait en parler justement, si on parle de ces facteurs de risque, de vulnérabilité, et que nous examinons donc des délais au niveau du développement, vous voyez donc à ce moment-là à quel point ces facteurs jouent un rôle dans le développement de l'enfant. On ne sait peut-être pas autant que ceci joue un rôle bien plus tard aussi dans la vie des adultes. Donc, plus vous avez des expériences négatives durant l'enfance, plus le risque est élevé lorsqu'il s'agit, par exemple, d'abus de substances tels que l'alcool et les drogues, ou la dépression chez les adultes, ou les maladies cardiaques et cardiovasculaires. Et ceci est très connu. Donc, cela m'a fait réaliser qu'il faut que je réfléchisse et que quand je passe 8 ans à toutes les 2 semaines dans une école de ce genre et que je dévoue donc toute ma carrière à des programmes d'intervention pour l'enfance précoce, à quel point c'est important. Jerry a parlé donc de contexte et je pense qu'une chose très importante lorsque je parlais avec Gilles avant de commencer, c'est qu'il a écrit un livre sur la compréhension de l'enfant et de son contexte. Et pour que cela devienne un outil clinique, c'est tout un défi parce que la causalité est très très complexe. Vous voyez ici le diagramme cause à effet et vous avez donc quelque chose de très simple, une bactérie qui cause une maladie, point. Mais maintenant, nous avons plutôt des complexités, comme vous voyez à droite, avec des interrelations qui sont très difficiles à dénouer. Et beaucoup de gens ont créé des modèles pour la santé et le développement, pour voir comment nous avons l'interaction des gènes avec des comportements psychosocio-économiques, à quel point la vie de la famille est importante dans ces cadres de cause à effet qui mènent donc à différents événements dans la vie des gens. Et ce genre de modèle peut être utilisé de plusieurs façons, autant pour établir les théologies, les politiques, et pour aussi la défense de l'enfance. C'est donc des cadres très importants qui ont été développés ici par Lynch en Australie. Mais comment est-ce qu'on peut changer ça et en faire donc un outil pratique, clinique? Un de mes collègues, Rashlan Tamplin, et moi-même, nous avons examiné le concept de la mandala. Et ça, c'est un dessin qui est utilisé dans le sanskrit et dans l'art africain pour exprimer l'interrelation dans un système complexe. Et du Canada, Trevor Hancock a publié aussi, il y a 30 ans, ce concept d'utiliser ce modèle, la mandala de la santé, comme pour exprimer l'écosystème humain, où vous avez les rapports donc entre les différentes composantes et comment cela agit sur l'enfant ou l'adulte au centre. Et la communauté, le style de vie, c'est très important ici, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'on peut utiliser ça en tant qu'outil clinique?
Et Rashminina et moi, nous avons développé un outil donc clinique. Et nous évaluons ici l'histoire de la famille d'une façon spéciale. Et nous sommes en train de dire au docteur, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas un modèle vide qui met l'enfant au centre des interactions très complexes qui existent dans ce système et avec l'environnement physique, le style de vie, les réseaux sociaux, etc., qui vont faire partie de ce cadre. Et ça va devenir donc un dossier clinique dans lequel on peut intégrer après l'information biologique et socio-économique. C'est un outil très utile parce que l'enfant est au centre de ce modèle. Et nous faisons ça avec ce bioécogramme et nous complétons ceci en utilisant des notations standardisées. Et si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le manuel et vous pouvez essayer de compléter un bioécogramme parce que je n'aurai pas le temps de vous expliquer les symboles en détail. Mais comme vous voyez, c'est une situation très complexe. John est en plein centre. Nous avons l'environnement physique de sa maison et vous pouvez identifier clairement les expériences négatives, les facteurs de risque, ainsi que les facteurs de risque positifs qui existent dans cette famille. La mère, la dépression de la mère, son isolement, l'asthme de l'enfant, mais il y a aussi les aspects protecteurs tels que son frère qui le protège et qui partage sa chambre, et son travailleur social, Andrea, qui a un très bon rapport avec lui. Donc, ça vous donne donc tout à fait un profil clinique des interactions complexes de la vie de John. Et pour la personne un peu plus âgée, on peut voir l'opinion de cet enfant, les émotions que ressentent ces enfants, parce qu'ils peuvent eux-mêmes nous le décrire. On leur demande de dessiner ici l'écodiagramme eux-mêmes. Et ainsi, ils peuvent décrire les choses qui les rendent heureux, les choses qui les rendent tristes, les choses qu'ils aimeraient changer. Et vous avez ici un cas d'un bioécogramme. Cet enfant a complété ces bioécogrammes seul. Il est revenu à la clinique et m'a expliqué tout ça. Et j'ai trouvé ça un exemple très pratique pour pouvoir vraiment exprimer l'expérience de ces enfants et les interrelations. Maintenant, pour aller du cas aux outils cliniques que nous allons utiliser et aux programmes que nous pouvons donc développer, nous sommes en train d'entreprendre un virage. Nous n'avons plus donc une vision basée sur l'organisation telle que les soins primaires, secondaires et tertiaires, mais plutôt nous sommes en train de cibler une orientation différente qui est basée sur l'espace dans lequel nous fournissons cette santé. Et vous avez ça un peu partout dans le monde. Donc vous avez plusieurs services, différents programmes qui existent dans différents endroits, donc plusieurs ressources. Et il s'agit ici de pouvoir mettre tous ces programmes sous le même toit. Il parle donc des centres de ressources familiales. Et nous essayons tous, je pense, d'avoir ce même concept, c'est-à-dire un service qui va de A à Z et qui est donc très intégratif. Bon, je pense que je n'ai plus que 2 minutes. C'est ce qu'on vient de me dire. Et donc, dans ces services intégrés, vous les connaissez ici, parce que les fondements sont là. Et je sais que la Fondation ici fait un travail pareil pour des enfants de tous les âges. Nous avons parlé en Angleterre de ces soins intégrés et des équipes intégrées qui peuvent travailler à différents âges durant la vie de l'enfant, avec aussi les services de santé qui travaillent avec eux étroitement durant l'enfant précoce et durant l'école et durant l'adolescence aussi. 2 collègues en Suède, Gabriel Otterman et Stephen Lucas, ont présenté récemment
un modèle très intéressant. Donc, c'est un modèle médical à domicile pour les enfants et pour les adolescents pour obtenir donc les soins à l'extérieur du domicile. Et il y a donc une transplantation d'organes qu'on peut comparer à la transplantation finalement sociale. Parce que pour les greffes ou la transplantation de l'organe, on a besoin de faire une recherche complète de la condition médicale. De même, on a besoin d'examiner donc les éléments sociaux. Et on a besoin aussi de trouver un donneur. Et on a besoin, nous aussi, de trouver des familles d'accueil. Pour la transplantation des organes, on a besoin d'experts et des centres spécialisés d'excellence. Pour les transplantations sociales, on a souvent seulement des travailleurs juniors, donc ceux qui ont le moins d'expérience. On doit aussi assurer la greffe et la compatibilité de cette greffe. Et au niveau social, on a très peu de suivi avec des services inadéquats pour les enfants et la famille. Et finalement, la perspective longitudinale pour la recherche des transplantations organes, c'est quelque chose qu'on envisage alors qu'on l'envisage très peu à la transplantation sociale. Une analogie extrêmement intéressante. Et c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, donc d'avoir une approche d'équipe avec des experts, avec un environnement collaboratif, avec la santé sociale, médicale, évaluation psychologique, des suivis de 2 ans et beaucoup de références d'un côté d'un organisme à l'autre pour qu'il y ait un continuum dans le service de santé et les soins reçus par l'enfant. Mélanie a déjà parlé de ça, donc je vais laisser ça de côté, mais ici il s'agit de l'impact collectif des initiatives qu'on entreprend, donc des systèmes partagés pour mesurer et comment renforcer les activités, etc. Mais je vais terminer avec 2 diapos. Il s'agit ici de la première docteur. Elle dit que nous ne sommes pas des personnes qui vont tout simplement mettre des patchs et réparer ce qui est cassé. Nous sommes là en tant que gardiens de la vie et pour permettre à nos générations futures d'être plus forts et plus capables. Merci de votre attention. Merci beaucoup.